conférences, il y en a eu 99. Elles ont quand même rassemblé quelques chiffres pour ceux qui ne connaissent pas l'ampleur du phénomène. 500 personnalités et 35 000 participants depuis le début. Et donc, on était effectivement ici pour la première. Et donc, c'est super de revenir pour la 100e à la Belle-Villoise. On vous propose ce soir une émission d'un nouveau genre. Une émission qui se perçoit comme une expérience, en ce qu'elle se propose de mettre la politique, au sens noble du terme, à l'honneur et de l'incarner par des solutions concrètes. Car les choix qui ont été exprimés par les citoyens en cette année 2022 sont sans équivoque. Ils témoignent d'une part d'une forme de désenchantement envers l'action publique, envers la capacité de faire bouger les lignes et de faire du bien commun l'unique boussole de toute prise de décision, mais ils reflètent également une soif d'engagement, un besoin de compréhension et d'appropriation de la politique, une envie de prendre pleinement part à la vie de la cité. Il faut dire que les dernières décennies ont été marquées par une crise d'une telle violence que notre modèle de société a bien failli s'effondrer. Et pour reprendre la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, battu par les flots mais ne sombre pas, nous sommes manifestement en train de réagir. Car cette année 2022 est synonyme d'une révolution démocratique à laquelle vous avez largement contribué. Pour la première fois, la politique se conjugue véritablement avec société civile, au point que cette dernière constitue désormais un gouvernement unique en son genre, un gouvernement UP. Ce gouvernement UP, que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques instants, est composé de personnalités qui ont fait de la recherche de solutions et aux défis sociétaux et environnementaux leur passion, mais également leur métier. Fins connaisseurs des problématiques qu'ils abordent et résolument tournés vers l'action, ils sont aujourd'hui appelés à occuper des fonctions ministérielles et à mener à bien les réformes qui rendront notre monde plus inclusif, plus écologique, plus participatif, plus citoyen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, en tout cas moi je me souviens assez bien des cours d'éducation civique que j'avais en 5e. C'est ceux où on se mettait près du radiateur et on attendait doucement que le temps passe. Et en fait, de temps en temps, avec le recul, on se dit en fait, j'aurais bien aimé suivre un peu mieux parce qu'il y a des tas de choses où je ne comprends pas très bien. Par exemple, tiens, c'est quoi cette histoire de 49.3 ? Et en fait, avec le temps, on se dit on a besoin de mieux comprendre les institutions, de mieux comprendre ce qu'on peut faire pour agir dessus, parce que voter tous les 5 ans, c'est cool, mais être comme le disait tout à l'heure le monsieur du Crédit Coopératif, être en connexion permanente, être en démocratie continue, c'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Comment est-ce qu'on arrive à s'impliquer au jour le jour plutôt que juste de temps en temps ? Et donc, c'est l'éducation civique, notamment par la pratique, donc par l'action. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre combien il y a de députés à l'Assemblée nationale, on pourrait apprendre comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose à son député, comment est-ce qu'on peut regarder comment il a voté, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement travailler avec lui pour écrire une nouvelle loi. Aujourd'hui, quand on teste un médicament sur un patient, puis un autre, puis un autre, puis un autre, si le volume des données accessibles vont nous permettre d'affiner ces diagnostics, d'affiner les traitements et de trouver des bons traitements. Et on va aujourd'hui vers une médecine plus personnalisée, donc une médecine moins coûteuse, avec des logiques d'open source qui permettent de mutualiser les ressources, donc de faire des économies de coûts, de partager les données, donc d'avoir des informations plus précises, donc un traitement moins onéreux, et au final d'avoir une médecine beaucoup plus accessible. Et ces logiques-là, associées aussi à tous les dispositifs médicaux, permettrait d'avoir des dispositifs médicaux moins chers, plus faciles d'utilisation, connectés entre eux, qu'on pourrait retrouver n'importe où sur le territoire et ne plus être victime d'un désert médical, d'une zone démédicalisée, c'est-à-dire sans accès, que ce soit dans un pays en développement. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de pays en développement aujourd'hui, on s'en réjouit, mais vraiment les nouveaux déserts médicaux qui apparaissent en 2022. On propose aujourd'hui, parce que tout le monde a pris conscience que finalement, accueillir son prochain, c'était peut-être ce qui allait nous tomber dessus si on continuait à être aussi vindicatif et rejetant par rapport à l'autre. Donc en accueillir 100 fois plus, c'est encore un petit chiffre pour 2022. Mais en tout cas, ouvrir nos portes et accueillir tous ceux qui en ont besoin quand on a les moyens de le faire, et ce qui est le cas aujourd'hui.
En 2015 ou 2016, on avait 0,4% de la recherche scientifique, des publications scientifiques qui étaient faites en collaboration avec ce qu'on pourrait appeler un membre de la société civile, donc quelqu'un qui n'était pas un chercheur. Seulement 0,4%, c'est très très faible, c'est au niveau mondial. À la même époque, si vous vous rappelez, en 2015, on a l'ONU qui sort les objectifs du développement durable pour essayer de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux à l'objectif 2030. Et en 2016, l'ONU sort un rapport qui se demande comment, dans tous ces challenges qui sont face à nous, on peut intégrer les scientifiques pour y répondre. Et du coup, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas combiner les deux, mêler les deux, et c'est-à-dire faire en sorte que les scientifiques s'associent à la société civile, co-créer ensemble des projets de recherche et des solutions pour répondre à ces enjeux-là. En fait, l'idée, c'est que je me suis rendu compte que toute une génération, finalement, ne rêvait plus forcément d'être salarié, et qu'on a eu tout un certain nombre d'outils juridiques qui nous ont aidés, en fait, il y a 10 ou 15 ans, à entreprendre et auto-entreprendre, entreprendre un peu sa vie, et finalement, casser ce lien de subordination que l'on a connu en fait et qui nous a été imposé par le salariat qui finalement n'est pas si ancien que ça, puisque finalement il date de la révolution industrielle. Avant on ne connaissait pas ou moins ce mode de fonctionnement, et donc je pense qu'aujourd'hui est venue donc l'époque où on pourrait se permettre de supprimer ces CDI, ces CDD, ces contrats de travail, pour les remplacer par en fait un statut unique pour tout le monde. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on réfléchit, on se dit, ok, ça peut être un statut précaire, celui que je propose ici, le micro-entrepreneur, un statut précaire. Mais en fait, qu'est-ce qui définit la précarité de ce statut? En fait, on définit la précarité de ce statut par rapport à un statut qui ne serait pas, lui, précaire. Effectivement, le CDI, on peut se dire qu'on n'est pas dans une situation de précarité quand on est en CDI. Mais finalement, si on supprime le CDI, tout le monde est à la même enseigne et il n'y a plus de précarité. J'en arrive à cette proposition d'instaurer tout simplement en fait, une première brique de comptabilité environnementale, mais de la mettre de manière systématique dans tous les bilans des entreprises. Peu importe la forme d'entreprise, sa taille, l'idée c'est vraiment que ça devienne une information qui est visible sur les Parce qu'il y a déjà eu des propositions dans ce sens, dans la loi de transition énergétique, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, c'était il y a vraiment longtemps, mais ça concernait que les très grosses entreprises, donc on n'a pas réussi à toucher tous les petits acteurs économiques, et c'est vraiment dommage. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ça devienne un automatisme, en fait. De la même manière qu'on connaît précisément au centime près ce qui sort et ce qui rentre dans les caisses d'une entreprise, il s'agit d'appliquer exactement la même chose en matière d'énergie, d'eau, de déchets, de ressources, etc. Et parce que simplement le fait de le compter et de le voir, ça peut permettre de déjà se rendre compte que c'est un coût économique, et puis après de prendre les mesures qui s'imposent pour réduire les impacts. Nous avons, le mot est un peu barbare, des biais cognitifs. C'est-à-dire que nous faisons des erreurs de logique systématique, et ces erreurs de logique systématique nous amènent à prendre des mauvaises décisions. Donc, à partir de ces connaissances, de ces biais systématiques, on peut concevoir des politiques publiques plus efficaces. Alors comment? Et il y a 3 temps, pas 50, et c'est très simple. Le premier temps, c'est si vous voulez changer le comportement de quelqu'un pour son bien ou celui de la planète, il faut comprendre pourquoi il n'est pas dans le bon comportement. Il y a des freins, on appelle ça des micro-freins, des frictions qui l'empêchent de basculer dans le bon comportement. Donc, comprendre. Donc là, c'est observer, analyser, questionner. Pas uniquement questionner, parce que questionner, c'est réducteur et on va pouvoir dire que ce qu'on veut, mais il y a plein de facteurs d'influence qui sont non conscients. Donc on a besoin, de comprendre. 2, de co-créer. Une fois qu'on a compris les facteurs et les freins à l'adoption d'un comportement, comment on crée ensemble, parce que le monde du top-down, il est mort. Ce sont les acteurs de terrain qui ont les solutions. Donc c'est avec eux, en partageant les freins, qu'on va concevoir des idées de politique publique plus efficaces avec les acteurs de terrain, en les nourrissant
et en faisant de la pédagogie sur les sciences comportementales et quels sont les facteurs d'influence. Et le troisième temps, comme on est en sciences, c'est expérimenter à petite échelle. Et c'est uniquement sur la base des résultats obtenus sur l'efficacité des nudges à changer les comportements qu'on peut adopter les nudges ou la politique publique d'une manière plus générale. Il se trouve que le système du salariat, il est né en gros après, au moment de la révolution industrielle, et il s'est étendu après-guerre avec le plein emploi et avec la croissance. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que la croissance, on ne pouvait pas faire n'importe quelle croissance, n'importe comment, et que donc tous les hommes politiques disaient qu'ils voulaient continuer avec la croissance, mais on voyait bien que écologiquement, c'était plus supportable, dans un monde tel qu'il est comme le nôtre. Et voilà, donc on s'est rendu compte que l'idée du revenu de base, c'était d'arriver à reprendre nos vies en main et à réfléchir de manière globale aux choses. Donc le but, c'était pas seulement de réduire les inégalités, de réduire la pauvreté, c'était de réfléchir de manière globale et holistique, tout simplement parce que toutes les questions sont liées. La question écologique, la question du travail, la question de l'aménagement du territoire et la question de reprendre nos vies en main. Et nous, en fait, dans notre traité, on a des choses très concrètes, puisque ça va depuis des éléments scientifiques jusqu'à des approches d'entreprise. Puis moi, avec ma casquette de McKinsey, ce que je fais, c'est de la start-up. Donc à l'époque, j'avais fait déjà un pari qui a marché. J'avais dit, si on prend Uber a mis 5 ans, à valeur 70 milliards d'euros. Donc tout le monde cherche à faire des licornes. Vous connaissez les licornes? Vous savez, c'est les start-up qui valent plus d'1 milliard. Donc tout le monde veut faire des start-up. Et moi, j'avais dit à l'époque, les licornes, elles sont idiotes. On fait que des licornes qui servent à rien. Et donc j'avais dit, on va prendre les défis scientifiques, et moi je vous garantis qu'on vous fait des licornes qui ont du sens, parce qu'on va les articuler avec ce truc-là. Donc moi j'ai plein de potes qui m'ont aidé, on en a fait une 30aine. Donc aujourd'hui on a des Uber qui ont du sens, si tu veux. C'est ça qui s'est passé. De tout temps, les histoires, elles nous ont permis de toucher du doigt, de traiter de sujets très importants. Et de transmettre des visions, des motivations, des quêtes qui sont claires et qui sont fortes. Et donc finalement, l'histoire, c'est le mode le plus ancien de transmission des valeurs, des cultures, des savoirs. Et on a un besoin anthropologique de base qui est très fort d'investir des univers fictionnels. Et c'est pas seulement pour les enfants, au contraire, c'est pour tout le monde. Parce que finalement, ça nous permet de créer du sens, de donner du sens au monde qui nous entoure, de créer des liens entre les choses, entre les gens. Et puis aussi de retrouver le souffle manquant. Et vraiment, ça, c'est intéressant de se dire qu'on pourrait imaginer qu'on ait de nouvelles narrations politiques qui soient beaucoup plus intuitives, beaucoup plus festives, à partir du moment où on implique d'autres acteurs qui seraient, par exemple, des auteurs, des écrivains, des comédiens, des acteurs, des scénaristes, des street artistes. Excellente soirée à toutes et à tous. À bientôt.